deux diplomates algériens pourraient faire l'objet ou devraient faire l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux qui devraient être lancés par le parquet national antiterroriste français d'ici le début du mois de juin prochain. Ces deux dirigeants diplomates algériens, il s'agit du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris et l'adjoint consul du consulat d'Algérie à Créteil. Les deux diplomates algériens, ils ont l'immunité diplomatique, n'occupent plus de fonctions. Mais ils ont gardé le statut de diplomate. Ces deux diplomates algériens sont accusés dans l'affaire MLDZ. Plus d'un mois après les convocations, il n'y a pas eu de réponse. Les deux intéressés ne se sont pas manifestés. Première étape, décider de mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt international. Il faut émettre la deuxième étape, le mandat d'arrêt international. La troisième étape, il faut le notifier à Interpol. Il faut qu'il transmette à Interpol. Interpol dispose d'une commission qui va évaluer la validité de la demande et elle va émettre ce qu'on appelle un avis basé sur son mandat. Ce qu'on appelle un notice rouge. La cinquième étape, c'est l'arrestation et l'extradition. Lorsqu'un individu est localisé sur la base de cette notice rouge d'Interpol, le pays dans lequel se réfugie cet individu et doit arrêter cet individu. S'il voyage ailleurs à l'étranger, ils peuvent être arrêtés. Deux diplomates algériens pourraient faire l'objet ou devraient faire l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux qui seraient en cours de préparation et qui devraient être lancés par le parquet national antiterroriste français d'ici le début du mois de juin prochain. C'est l'information que nous avons pu confirmer à Algérie au cours de nos investigations. Ces deux dirigeants diplomates algériens, il s'agit du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, un certain Selloum S, et l'adjoint consul du consulat d'Algérie à Créteil, un certain Houssam Eddine B. Les deux diplomates algériens, ils ont l'immunité diplomatique en tant que représentants, agents diplomatiques officiels de l'État algérien accrédités en France. Ils avaient quitté le territoire français, ils ne sont plus en fonction en France, puisque Selloum S a été rapatrié vers l'Algérie en mois de juillet 2024 et Houssam Eddine B a été rapatrié vers l'Algérie au mois de décembre 2024. Ils n'occupent plus de fonctions. Mais ils ont gardé le statut de diplomate. En réalité, ils auraient gardé le statut de diplomate. On ne sait pas qu'est-ce que ces deux personnes sont devenues. Allons étape par étape pour comprendre l'information. Ces deux diplomates algériens sont accusés dans l'affaire MLDZ. Au départ, ils étaient des suspects, c'est-à-dire que ils sont d'abord accusés dès le départ par l'enquête sécuritaire. L'enquête sécuritaire qui a été menée par les services de renseignement français, à travers la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, le contre-espionnage français, les services de renseignement intérieur, et la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, la brigade criminelle de Paris, qui est l'unité d'élite de la police française, mais notamment à Paris. C'est une unité qui se trouve au niveau de le quai des Orfèvres. C'est pratiquement la direction générale de la police française. Ça s'appelle la brigade criminelle de Paris. Ces deux services de sécurité ont enquêté de façon très approfondie sur le rôle de ces deux diplomates algériens dans l'affaire MLDZ. Et les révélations qui ont été faites récemment, je crois que vous les avez bien suivies, nous avons fait plusieurs émissions. Les deux diplomates, l'adjoint consul de Créteil, l'adjoint consul de consulat d'Algérie de Créteil et le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie ont été identifiés comme étant les acteurs, parmi les acteurs principaux, je dis bien parmi les acteurs principaux de l'organisation, de l'enlèvement, de la séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime le blogueur et cyberactiviste et opposant algérien MLDZ le 29 avril 2024. La justice française, là, ça c'est le dossier sécuritaire, la DGSI, la police, les éléments l'unité, des enquêteurs de l'unité antiterroriste de la brigade criminelle de la police de Paris ont incriminé ces deux personnes comme étant ayant joué un rôle important, un rôle déterminant dans l'affaire MLDZ. Le dossier sécuritaire, l'enquête sécuritaire a été ensuite transmise au parquet national antiterroriste, qui est la plus haute juridiction française qui enquête sur toutes les affaires et les crimes qui ont en relation avec le terrorisme. Et le kidnapping, la séquestration, tout acte de violence
qui vise à troubler gravement l'ordre public peut être qualifié de crime terroriste. C'est le cas de l'affaire MLDZ. Toucher à une personnalité publique étrangère réfugiée sur le sol français par des criminels liés à un État étranger ou liés au service secret d'un État étranger, pour la justice française, c'est un crime terroriste. C'est une entreprise terroriste. Alors, le PNAT, le Parquet national antiterroriste, qui relève du tribunal judiciaire, qui est basé au tribunal judiciaire de Paris, a d'abord adressé des convocations. Ça a été au mois d'avril. Au mois d'avril dernier, il a adressé des convocations judiciaires. À qui elles ont été envoyées, ces convocations judiciaires? À l'ambassade d'Algérie à Paris. Pourquoi? Parce que ce sont deux diplomates qui relevaient, qui travaillaient pour l'ambassade d'Algérie. Le premier secrétaire de l'ambassade, le deuxième adjoint consul au consulat de Créteil, le consulat d'Algérie à Créteil. Les convocations sont restées lettres mortes. Il n'y a pas eu de réponse. Nous sommes le 15 mai 2025, ça fait pratiquement un mois et quelques, presque un mois et une semaine. Plus d'un mois après les convocations, il n'y a pas eu de réponse. Les deux intéressés ne se sont pas manifestés. La justice française a envoyé à l'ambassade d'Algérie, parce que c'était leur ancienne adresse. Ils étaient hébergés et travaillaient pour l'ambassade d'Algérie. Comme ils ont le statut de diplomate, ils sont obligés de passer par l'ambassade d'Algérie. L'absence, au cours du processus, les juges du Parquet national antiterroriste de Paris ont demandé au Quai d'Orsay, au ministère français des Affaires étrangères, d'adresser au ministère algérien des Affaires étrangères, donc aux autorités algériennes, une demande de levée de leur immunité diplomatique. Comme ils ont l'immunité diplomatique, pour que les juges puissent les auditionner, ou les placer sous contrôle judiciaire, ou les placer en détention, ou les mettre en examen, ou les incriminer officiellement dans une affaire judiciaire, il faut qu'ils ne disposent pas de leur immunité diplomatique. Parce que leur immunité diplomatique les empêche d'être jugés ou d'être détenus, d'être arrêtés. Donc, il y a eu une demande qui a été officiellement adressée aux autorités algériennes. Cette demande, elle est restée sans suite. Maintenant, les juges du Parquet national antiterroriste, ils sont dans l'obligation, s'ils veulent continuer l'enquête, s'ils veulent approfondir leur investigation, s'ils veulent comprendre le rôle qui a été joué, s'ils veulent déterminer la vérité dans l'affaire MLDZ, de lancer ce qu'on appelle des mandats d'arrêt internationaux. Alors, comment ça va se passer? Parce que c'est inédit ce qui se passe. C'est vraiment inédit ce qui se passe entre l'Algérie et la France, et c'est peut-être la première fois qu'une juridiction française, que des juges français, que notamment le Parquet national antiterroriste, c'est pas une affaire de corruption, c'est pas une affaire de délit commun, c'est pas une affaire de violence conjugale, c'est pas une affaire de droit commun, c'est une affaire de crime d'entreprise terroriste. Une entreprise terroriste. Pour vraiment comprendre la loi, on parle d'entreprise terroriste. Alors, quand on définit, dans ce cas-là, il y a une entreprise terroriste, elle est définie dans la loi française comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc c'est une définition large qui permet aux juges français de se saisir d'un certain nombre de dossiers criminels pour les qualifier comme étant des actes de terrorisme. Il y a un casse-tête maintenant, pourquoi? Parce que dans la procédure classique, un mandat d'arrêt international passe par 5 étapes. Première étape, un juge d'un pays, la justice d'un pays cherche un individu impliqué dans un crime qui est en fuite à l'étranger ou qui est à l'étranger ou qui ne veut pas se présenter ou qui ne veut pas revenir ou qui n'a pas été retrouvé pour pouvoir l'auditionner, l'interroger et déterminer son niveau de culpabilité. Donc il y a une demande, il y a un mandat d'arrêt qui va être émis, on parle d'émission d'un mandat d'arrêt. L'autorité judiciaire nationale qui est à l'origine de l'émission de ce mandat d'arrêt doit le justifier, l'examiner. Ensuite, elle doit le communiquer à Interpol. Elle doit le notifier à Interpol. Donc, le mandat d'arrêt, l'écriture du mandat d'arrêt international, il doit respecter un certain nombre de normes, d'exigences légales spécifiques. Et chaque pays émetteur, il a sa propre organisation judiciaire, mais il y a certaines normes et certains critères internationaux qu'il faut respecter. Une fois que, première étape, décider
de mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt international. Il faut émettre la deuxième étape, le mandat d'arrêt international. La troisième étape, il faut le notifier à Interpol. Une fois qu'il est transmis à Interpol, Interpol dispose d'une commission qui va évaluer la validité de la demande de ce mandat d'arrêt international et elle va émettre ce qu'on appelle un avis basé sur son mandat, ce qu'on appelle la notice rouge. Interpol, elle enregistre le mandat d'arrêt international, elle le valide, elle l'enregistre et elle décide de diffuser une notice rouge. C'est quoi une notice rouge? C'est une base de données commune à toutes les organisations policières d'une centaine d'États à travers le monde. Et ce sera là-bas sur le principe, à partir de cette base commune, que les polices et les services de sécurité du monde entier collaborent pour retrouver les personnes qui sont recherchées pour des crimes transfrontaliers ou pour des crimes dangereux et qui ont échappé à la justice de leur pays ou à la justice du pays où ils ont commis ce crime. Donc il y a une collaboration entre les polices de tous les pays du monde et Interpol, donc diffuse aux agences d'application, à toutes ces agences à travers le monde, cette notice rouge. Donc les autorités locales, une fois qu'ils ont, et c'est là la cinquième étape, c'est l'arrestation et l'extradition. Lorsqu'un individu est localisé sur la base de cette notice rouge d'Interpol, donc le pays dans lequel se réfugie cet individu, il doit arrêter cet individu. Ensuite, une fois que son arrestation est effectuée, il doit l'examiner l'affaire judiciaire pour laquelle il est accusé. Ensuite, il décidera, selon sa loi, est-ce qu'il doit le juger lui-même ou est-ce qu'il doit le remettre au pays demandeur qui demande son extradition. Et là, Interpol, son travail s'arrête. Interpol n'oblige pas les pays à extrader forcément les criminels ou les personnes recherchées vers le pays, leur pays d'origine ou vers le pays qui les recherche parce que c'est le pays dans lequel ils auraient commis des crimes. Donc chaque pays est souverain. Parce que les pays, pour les extraditions, normalement, il y a des conventions judiciaires qui doivent, chaque pays doit négocier avec le pays qui demande quelqu'un une convention d'extradition. Quand il n'y a pas de convention d'extradition, c'est d'autres protocoles de coopération judiciaire qui doivent être mis en place pour extrader la personne qui est recherchée. Et d'autres pays n'extradent pas. Ils ont traîné, ils disent, on va nous juger, on va d'abord trancher nous-mêmes et on va voir est-ce que les accusations qui sont portées à son encontre sont conformes à notre loi, à nos lois, ou aux exigences de notre loi. Voilà les 5 étapes globalement comment ça se passe. Sauf que quand il s'agit de quelqu'un, d'un diplomate, d'un dirigeant politique ou militaire ou de quelqu'un qui a l'immunité diplomatique, ça change. Parce que l'immunité diplomatique, elle protège les personnes des arrestations et des détentions. Sauf, comme le dit la Convention de Vienne de 1961, sauf cas de crime grave. Un cas de crime grave. La Convention de Vienne, elle est très claire là-dessus. Quand il y a un crime grave, il n'y a plus de possibilité de bénéficier encore de l'immunité diplomatique. Sauf que il faut déterminer le crime grave. Qu'est-ce que c'est qu'un crime grave, etc. Donc, ça, c'est des lois qui entrent en jeu, les lois de chaque pays. Il y a des conventions internationales, les crimes contre l'humanité, les actes de torture, etc. Ensuite, chaque pays, il est souverain pour dire est-ce que ce dirigeant qui a l'immunité diplomatique, je peux l'arrêter ou pas, sauf s'il y a des mandats d'arrêt lancés par le CPI, la Cour pénale internationale. Et encore, comme dans le cas de Netanyahou, on le voit, c'est extrêmement compliqué de le faire appliquer parce qu'il y a toujours des clauses d'immunité diplomatique et ces clauses d'immunité diplomatique, elles sont interprétées différemment d'un pays à un autre. Mais globalement, l'immunité diplomatique, elle protège, par exemple, Houssam el-Din B et Selloum S. Si demain, le parquet national antiterroriste français lance un mandats d'arrêt internationaux contre eux, s'ils voyagent ailleurs à l'étranger, ils peuvent être arrêtés. Les pays qui les arrêteront sont par la suite souverains. Où ils décident de respecter leur immunité diplomatique, ils ne les toucheront pas. Où ils décident de les arrêter et ils demandent aux autorités algériennes de lever aux autorités algériennes de lever leur immunité diplomatique, ou ils vont eux-mêmes ne pas reconnaître leur immunité diplomatique s'ils estiment que les crimes pour lesquels ils sont recherchés en France, c'est un crime grave. Généralement, les crimes de séquestration, d'enlèvement, entreprises terroristes, violence, tentatives d'assassinat, ça, l'immunité diplomatique, elle tombe. Donc, où ces pays-là vont expulser Houssam el-Din B et, comme on appelle ça, Selloum S vers l'Algérie,
ou ils vont collaborer avec la justice française, ils vont les arrêter pour les remettre à la justice française. Dans les deux cas, si les mandats d'arrêt internationaux sont enregistrés à l'encontre de ces deux diplomates algériens, ils seront on va dire dans de sales draps, ils auront énormément de difficultés à voyager à l'étranger. Maintenant, d'autres sources judiciaires, notamment des sources judiciaires algériennes, contestent la procédure mise en place par le parquet national antiterroriste français, ou contestent les procédures que la justice française voudrait mettre en place, on va dire. Parce que selon des sources judiciaires proches, selon des sources judiciaires algériennes, le parquet national, le PNAT, le parquet national antiterroriste français, ne doit pas se contenter uniquement d'adresser des convocations judiciaires à l'ambassade d'Algérie, puisqu'ils ne travaillent plus à l'ambassade d'Algérie. D'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent, ces personnes-là. Houssam Eddine B, qui a le rang de lieutenant-colonel, il est membre des services secrets algériens, et Selloum S, qui a le rang de commandant, donc qui est aussi membre des services secrets algériens. On ne sait pas s'ils ont été affectés à un autre poste, ou ils sont uniquement détachés à Alger. D'ailleurs, logiquement, s'ils sont à Alger, ils n'ont plus d'immunité diplomatique. Par contre, l'État algérien pourrait leur accorder l'immunité diplomatique s'ils veulent voyager, s'ils doivent partir en mission à l'étranger. Donc maintenant, on ne sait pas quelle est leur situation. Est-ce qu'ils ont été retirés de leur poste? Est-ce qu'ils ont changé de poste? Ou est-ce qu'ils ont été uniquement ou momentanément, provisoirement rapatriés vers l'Algérie? Il y a une opacité totale. Et les sources algériennes, même les sources algériennes les mieux informées, n'arrivent pas à trouver l'information sur le statut actuel de ces deux personnes citées et recherchées par la justice française et incriminées pour le moment par les services de sécurité français dans l'affaire MLDZ. Donc on ne connaît pas très bien le statut. Mais ce qu'on sait, c'est que ce que nous disent des sources judiciaires algériennes, c'est qu'il devrait y avoir une commission rogatoire internationale. Ça veut dire que le PNAT devrait demander à la justice algérienne de procéder à leur interrogatoire ou de leur demander, de leur faire parvenir une convocation pour qu'ils viennent, pour qu'ils se présentent à Paris. Et une fois que si la justice algérienne collabore avec la justice française et elle adresse à Houssam Eddine B et à Selloum S des convocations judiciaires en bonne et due forme. Et si à ce moment-là, les deux personnes ne veulent pas se rendre à Paris pour être interrogées ou auditionnées par les juges du parquet national antiterroriste, là, on pourrait passer à l'étape du mandat d'arrêt international. Donc, selon des sources judiciaires algériennes, le PNAT, les juges du PNAT à Paris ne peuvent pas passer directement à l'émission d'un mandat d'arrêt international. Il y a une interprétation, il y a un imbroglio juridique extrêmement un peu complexe. Là, je laisse le choix aux juristes, je cède ma place aux juristes et aux spécialistes dans le domaine de la coopération judiciaire internationale pour nous apporter leurs expertises. Moi, je vous ai donné tous les points de vue. Mais, symboliquement, cette étape qui, selon nos sources, devra intervenir dès le début du mois de juin, si les juges du PNAT à Paris décident de lancer les deux mandats d'arrêt internationaux contre les diplomates algériens, l'affaire MLDZ prendra une nouvelle dimension et un énorme discrédit pourrait être jeté sur l'État algérien qui se retrouve maintenant impliqué de facto. Parce qu'il a deux de ses agents diplomatiques qui sont recherchés par un mandat d'arrêt international pour des crimes graves.